Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de certaines des, disons, fragiles justifications avancées pour poursuivre ce changement de régime au Venezuela. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Eh bien, les efforts des États-Unis pour renverser le gouvernement au Venezuela ne sont guère nouveaux, et ils ne sont pas propres à Trump non plus. Comment évaluez-vous cette histoire de projet de changement de régime au Venezuela? Eh bien, je pense qu'il est bon de commencer par souligner que le changement de régime est un outil central, si je puis dire, de la politique étrangère des États-Unis. L'idée est que lorsque les États-Unis n'aiment pas un gouvernement en place, ils agissent pour le renverser, par un coup d'État, une guerre, des troubles ou la fuite d'un dirigeant. C'est une pratique courante de la politique étrangère américaine. Cela s'est produit des dizaines et des dizaines de fois. Je recommande toujours l'excellente étude de Lindsay O'Rourke, un livre intitulé Covert Regime Change, publié en 2018, dans lequel elle documente 70 opérations de changement de régime menées par les États-Unis entre 1947 et 1989, pendant la période de la guerre froide. 64 d'entre elles sont des opérations dites clandestines, ce qui signifie que la main des États-Unis est évidente pour les observateurs, mais officiellement niée. Ce qui se passe au Venezuela est assez évident. Le président se vante même fièrement d'avoir chargé la CIA de mener des opérations à l'intérieur du Venezuela. Il ne nous a pas encore dit exactement en quoi elles consisteront. Il a rassemblé une grande flottille près du Venezuela. De nombreux politiciens américains ont menacé Maduro. Les États-Unis ont mis une prime de 50 millions de dollars sur sa tête, digne du Far West. Il s'agit donc d'une opération de changement de régime particulièrement vulgaire et flagrante, mais qui fait partie de l'arsenal habituel de la politique étrangère américaine, sans différence avec des dizaines d'autres opérations du même type. Cela n'a absolument rien à voir avec les stupéfiants, pourrais-je ajouter, et on peut le constater d'une manière presque hilarante, mais tragiquement comique. Les États-Unis tentent de faire tomber le régime au Venezuela depuis au moins 23 ans, en remontant à une tentative de coup d'État en 2002, dans laquelle la CIA était au moins impliquée, que ce soit de manière causale ou simplement informée à l'avance, et ainsi de suite. Il y a bien sûr la dénégation habituelle et les démentis. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu une tentative de coup d'État contre le prédécesseur du président Nicolás Maduro, Hugo Chávez, en 2002, au sujet de laquelle les États-Unis, sans aucun doute, étaient parfaitement au courant avant qu'elle ne se produise, ont rapidement soutenu le gouvernement post-coup d'État, puis, lorsque Chávez a repris le pouvoir, ont déclaré « Nous n'avons rien à voir avec ça ». Depuis, de multiples explications et justifications ont été avancées. L'explication liée aux stupéfiants est la plus récente, et je dirais la plus fragile de toutes. Je ne pense pas que quiconque la prenne au sérieux. J'allais dire que toutes ces opérations de changement de régime sont dangereuses pour les sociétés véritablement ouvertes, car les sociétés ouvertes deviennent une vulnérabilité. Les ONG sont désormais perçues comme des armes potentielles. Les échanges entre les peuples, qui étaient censés renforcer la confiance, sont désormais considérés comme instrumentalisés. Et encore une fois, tout devient aujourd'hui un enjeu de sécurité. C'est tout à fait exact. Et par conséquent, cette approche de changement de régime détruit la démocratie. Si vous menacez le gouvernement d'un autre pays par des moyens ouverts ou secrets, il est probable que ce gouvernement, avec son armée, resserre les boulons et réprime effectivement les institutions démocratiques
car il se sent attaqué de l'extérieur. Et comme vous l'avez mentionné, et je pense que c'est un point très important, les États-Unis utilisent plusieurs outils pour provoquer un changement de régime. Parfois c'est l'armée, souvent c'est la CIA. Il y a eu des assassinats, le soutien à des coups d'État, le soutien à des troubles, l'achat de généraux, beaucoup de choses. Mais l'une des choses que font les États-Unis, c'est de payer des politiciens étrangers, de soutenir des médias étrangers, de créer et de soutenir des ONG dites soi-disant, qui sont au service du régime. Ainsi, dans tous les territoires contestés d'Europe de l'Est, du Caucase et de l'ex-Union soviétique, on voit les États-Unis jouer à des jeux, soutenant activement une forme de subversion ou de contrôle du récit à travers des médias financés par les États-Unis. Ensuite, le gouvernement dit généralement « Vous devez vous enregistrer comme agent étranger ou nous vous fermerons ». Et alors Bruxelles s'agite en disant « Oh, regardez comme ils sont antidémocratiques ». Vous savez, je ne sais pas si ces gens sont des imbéciles. Je pense qu'ils sont fondamentalement malveillants, pas idiots. C'est un jeu, essayer d'acheter son entrée, de soudoyer son entrée ou de renverser le pouvoir dans un autre pays. Et lorsque ce pays resserre les règles ou expulse l'ONG que vous souteniez, elle se retrouve étiquetée comme agent étranger. Alors vous dites, oh, vous voyez, c'est antidémocratique. Et ensuite, toutes les voix à Bruxelles disent, nous sommes pour la démocratie. Mais la démocratie est facilement manipulée de l'extérieur. Et en réalité, ce n'est pas seulement les États-Unis qui font cela. L'Europe s'y est mise à fond. Donc je ne veux pas absoudre l'Europe. L'Europe joue à ces jeux dans toute la zone contestée entre la Russie et l'Europe, dans le Caucase, en Moldavie et ailleurs. Les élections ne sont presque plus des élections. Ce sont des compétitions d'argent européen, d'argent américain, d'argent russe, qui sait. Mais c'est une forme de subversion à l'occidentale dont les États-Unis sont le principal acteur. Oui, il y a environ 15 ans, nous critiquions le concept russe de démocratie souveraine. Il disait, d'abord, nous devons avoir la souveraineté, éliminer l'influence étrangère, puis nous pourrons avoir la démocratie. Et cela était perçu comme une attaque contre la démocratie elle-même. Mais en passant, c'était une attaque contre les outils américains de changement de régime. Donc l'attaque n'était pas innocente. C'est comme dire, oh, ils se défendent contre nos manigances. Et c'est bien là le problème. Quand on joue à ce genre de jeu, on en subit les conséquences de tous côtés. Ensuite, on dénonce les jeux de l'autre camp. Mais il faut regarder comment tout cela évolue. C'est, je dirais, la forme prédominante de la politique étrangère des États-Unis depuis de nombreuses décennies. Après tout, s'il y a eu 70 cas entre 1947 et 1989, bien documentés par le professeur O'Rourke, et des dizaines d'autres depuis, j'en ai vu certains de mes propres yeux. Des choses assez laides quand on observe le gouvernement américain à l'œuvre. C'est une drôle de politique étrangère. On ne parle pas à l'autre camp, on le renverse. Eh bien, pour revenir au Venezuela, j'ai trouvé intéressant la justification dont vous parlez, le narcoterrorisme. Parce que lorsque Machado a reçu le prix Nobel de la paix, cela ressemblait un peu à une formalité, une manière de faire d'elle la nouvelle Juan Guaidó. Il me semble que c'est un geste assez important pour fournir une justification à l'invasion du Venezuela, à savoir la diffusion de la démocratie, ce qui s'inscrit parfaitement dans les décennies passées de justification libérale démocratique de la guerre. Mais Trump ne semble pas avoir mordu à l'hameçon, ni adopté cette justification. Au lieu de cela, il s'est pleinement engagé dans la ligne du narcoterrorisme. Comment comprenez-vous ce choix? La décision de Trump de ne pas adopter la justification idéologique de l'invasion, qui lui aurait peut-être valu davantage de soutien de la part des Européens.
at least had more support for this war from the Europeans. First of all, I'm sorry to say it, but the shame. Tout d'abord, je suis désolé de le dire, mais la honte que le comité norvégien du prix Nobel de la paix a jetée sur le prix Nobel de la paix est incroyable. Et si, Dieu nous en préserve, une intervention militaire devait maintenant avoir lieu, la destruction que le comité Nobel norvégien aurait provoquée serait tout simplement inconcevable. Que font-ils? C'est d'une vulgarité sans nom. Qu'un lauréat du prix de la paix appelle à une intervention militaire, en violation du droit international, de la Charte des Nations Unies et de manière aussi vulgaire, j'espère sincèrement que les Norvégiens y réfléchiront. Honnêtement, nous sommes tous consternés. Ce n'est pas la première fois que le prix de la paix est attribué de manière totalement abusive, donc je ne veux pas faire semblant d'être choqué qu'il y ait du jeu, pour reprendre la réplique de Casablanca. Mais la vérité, c'est que c'est l'une des récompenses plus scandaleuses des temps modernes. Choquant et clairement programmé pour promouvoir une opération de changement de régime. C'est terrible. Bon, espérons que cela ne se produira pas réellement. En termes d'explication, je pense qu'il faut préciser une chose d'un point de vue méthodologique. La politique étrangère, selon moi et selon mon expérience, est une coalition d'intérêts. Il y a donc rarement une seule motivation et rarement un seul récit. Quelles sont les motivations dans le cas du Venezuela, puisque le gouvernement américain s'y emploie depuis plus de 20 ans et de manière assez active? Cela impliquait au moins George W. Bush, Obama, qui a imposé des sanctions pendant son mandat, Trump et maintenant Biden. Donc c'est... Biden and Trump too. So this is all the presidents. Tous les présidents. Il s'agit d'une politique étrangère de l'État profond, pas simplement de quelque chose que Trump aurait inventé de son propre chef. C'est une opération de la CIA qui est au cœur de l'État profond et qui remonte à plus de 20 ans. Alors, pourquoi le Venezuela? Pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est que c'est un régime de gauche. Les États-Unis s'opposent au régime de gauche dans l'hémisphère occidental depuis un siècle. En gros, depuis que Theodore Roosevelt a déclaré le droit des États-Unis d'aller, j'allais employer une vulgarité, mais je ne le ferai pas, d'aller intervenir et renverser des gouvernements à volonté. C'est ce qu'on appelle le corollaire de Theodore Roosevelt à la doctrine Monroe. Depuis lors, les États-Unis ont activement renversé même des gouvernements réformistes, pas seulement des régimes radicaux. Des gouvernements considérés comme radicaux ou simplement réformistes, comme celui d'Arbenz au Guatemala en 1954. Il suffit de prononcer les mots « réforme agraire » pour que les États-Unis s'opposent à vous. Au Guyana, les États-Unis ont renversé un gouvernement, malheureusement, durant la première année de mandat du président Kennedy en 1961. Une action pour laquelle Arthur Schlesinger Jr. a présenté des excuses 30 ans plus tard. Les gouvernements de gauche, surtout depuis Fidel Castro, ont été des cibles de renversement. Et Hugo Chavez était un homme de gauche et un nationaliste. Et en réalité, je dirais même un pan-latino-américaniste, ce qui est encore mieux que d'être simplement un nationaliste. Mais il a résisté à l'hégémonie américaine dans l'hémisphère occidental. Et c'est pourquoi il a été une cible du coup d'État. Deuxième motivation, le pétrole, sans aucun doute. Les États-Unis s'en sont rendus compte il y a de nombreuses décennies. En fait, il y a un siècle. Le Venezuela possède d'importantes réserves de pétrole, et ce pétrole appartenait et était exploité par les États-Unis jusqu'à la nationalisation de l'industrie pétrolière dans les années 1970. Mais depuis cette nationalisation, sous une compagnie pétrolière nationale appelée PDVSA, les États-Unis ont cherché à devenir partenaires ou à développer de nouveaux gisements pétroliers. Un immense champ pétrolifère qui, selon la plupart des estimations, confère au Venezuela le titre de détenteur des plus grandes réserves prouvées au monde,
encore plus importante que celle de l'Arabie saoudite, est la ceinture de l'Orénoque, riche en pétrole brut lourd. Et depuis les années 1990, les États-Unis en veulent une part importante. Pendant un certain temps, ExxonMobil et Chevron obtenaient des contrats et des concessions. Puis dans les années 2000, sous Chavez, il a déclaré que les intérêts vénézuéliens devaient détenir au moins la majorité dans chacune de ces concessions. ExxonMobil a protesté et a été nationalisé. S'il y a bien une cause de guerre aux États-Unis, c'est de toucher à l'industrie pétrolière américaine. Et c'est exactement ce à quoi Chavez s'est attaqué. Depuis, les États-Unis ont essentiellement cherché à placer le Venezuela entre des mains amies. Et notre lauréat du prix Nobel déclare ouvertement « Quand nous prendrons le pouvoir, nous ouvrirons ces ressources aux intérêts américains. » On ne pourrait pas inventer ça, sauf que c'est exactement le genre de langage que Zelensky a utilisé pour maintenir l'intérêt des États-Unis et de Trump pour l'Ukraine également. Des dirigeants qui cèdent leurs ressources nationales aux États-Unis pour servir leurs manœuvres politiques. Le pétrole constitue donc un deuxième motif très important, et il le reste encore aujourd'hui. Il a été l'un des principaux objets d'attaque de Trump durant son premier mandat, lorsque celui-ci a pratiquement mis PDVSA à genoux en restreignant toutes ses finances. En saisissant ses actifs aux États-Unis et en les attribuant à un soi-disant président intérimaire, Juan Guaidó, que les États-Unis, depuis le bureau ovale, ont désigné comme le véritable président du Venezuela. Le pétrole est donc un élément majeur de cet intérêt. Il y a un autre aspect de cette histoire. Le Guyana, pays voisin, est devenu une véritable manne pour ExxonMobil. Et ExxonMobil gagne beaucoup d'argent, tandis que le Venezuela revendique un territoire qu'il conteste au Guyana. Voilà donc une raison supplémentaire de renverser le gouvernement vénézuélien, afin de ne pas compromettre cette opération lucrative pour ExxonMobil. Il y a une troisième motivation, qui relève de la politique intérieure américaine. Marco Rubio en est le symbole. Lorsqu'il était sénateur de Floride, il a défendu la cause du renversement des gouvernements de gauche dans les Amériques, au Venezuela, à Cuba, au Nicaragua. Cela plaît beaucoup à la communauté expatriée du sud de la Floride. Cela rapporte des voix. Rubio faisait donc appel à une politique très locale. Pourquoi cela aurait-il un impact sur la politique nationale? Pour deux raisons. Premièrement, la Floride est un État clé avec un grand nombre de votes électoraux. Gagner la Floride est très important pour remporter la présidence. Deuxièmement, il se trouve, non pas tout à fait par coïncidence, que Marco Rubio a été nommé secrétaire d'État. C'est donc sa vendetta qui est menée à ce stade. Et il y a un quatrième point très important. En partie sous la pression des États-Unis, et en partie pour des raisons idéologiques, le Venezuela considère la Russie comme un allié, un fournisseur d'armes, et ainsi de suite. Il y a donc également une bataille par procuration entre les États-Unis et la Russie. Ce n'est pas comme la guerre en Ukraine, Dieu merci, pas encore, et nous espérons que ça ne le deviendra jamais, mais c'est un autre affrontement entre les États-Unis et la Russie, et c'est un autre aspect de cette histoire. Il existe donc de nombreuses forces qui soutiennent le changement de régime, que ce soit pour des raisons idéologiques, des intérêts pétroliers, des objectifs géopolitiques sur broad to break et cause une politique intérieure. Une grande partie de cela correspond à l'agenda de Trump. Mais je dois encore insister sur le fait qu'il s'agit d'un programme qui remonte à George Bush Jr. Donc ce n'est pas propre à Trump. Trump est le plus ouvert et le plus vulgaire de tous nos présidents. Il est célèbre pour dire les choses que les autres ne disent pas, à propos des renversements, de la violence, du désir des ressources des autres, et ainsi de suite.
Il ne fait que révéler ce qui se cache sous la surface et dont on ne parle pas en société. Trump éprouve en réalité une certaine excitation à dire tout haut ce que les autres ne veulent pas dire. Et cela fait aussi partie de ce qui se passe. Dernier point à ce sujet, juste pour noter quelque chose de très intéressant. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir en 2017, il a eu un dîner avec des dirigeants latino-américains. Deux des présidents présents m'ont raconté indépendamment, en substance, la même histoire. Trump s'est adossé pendant le dîner et a dit « Pourquoi ne pas simplement envahir le Venezuela ?» Why don't I just invade Venezuela? So this has been on his mind for 8 years. Donc cela lui trotte dans la tête depuis 8 ans. J'en ai entendu un récit détaillé de la part de l'un des présidents, puis récemment d'un autre qui était présent au dîner. Ils l'ont chacun décrit indépendamment, de la même manière. Ainsi, Trump pense à envahir le Venezuela depuis 2017. À l'époque, on ne trouve pas le narcotrafic comme élément d'explication. Gauchiste, idéologique, guerre froide, pétrole, injuste envers nous, peu importe ce qu'on veut dire, mais ils inventent le récit au fur et à mesure. La partie constante, c'est celle du changement de régime. Ce dîner est fascinant. Je n'en avais pas entendu parler. Oui, non. C'est tellement intéressant. Et on m'a récemment raconté la même histoire, presque par hasard. Je ne l'ai pas tirée de quelqu'un, mais j'ai entendu la même chose, et on l'entend des deux côtés. Et c'était Trump qui réfléchissait ouvertement. Et ses dirigeants ont dû lui dire, « Au fait, Monsieur le Président, ce n'est probablement pas une très bonne idée. Il existe d'autres façons de faire les choses. » Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est donc très intéressant à suivre. Déjà sous Obama, très surprenant, un autre lauréat du prix Nobel de la paix, il avait déclaré que le Venezuela constituait une urgence nationale pour la sécurité nationale des États-Unis, car il invoquait l'International Economic Emergency Power Act, l'IEPA, et il avait commencé à imposer des sanctions. Puis Trump est arrivé et a renforcé cela, créant un régime de sanctions globales qui a pris une production pétrolière déjà en déclin et l'a écrasée, parce que PDVSA ne pouvait plus obtenir de pièces détachées. Elle ne pouvait financer aucune opération. Elle ne pouvait pas vendre aux États-Unis, qui constituaient son principal marché. Ainsi, Trump a complètement détruit, a anéanti, les finances du Venezuela. Et l'économie vénézuélienne a décliné, en termes réels, et c'est difficile à estimer, je dois le dire, car les données sont très incertaines lorsqu'on parle de ce type de cataclysme. Mais les données officielles indiquent une baisse d'environ 70% du PIB par rapport au pic, ce qui est inédit en temps de paix. Les États-Unis cherchent à détruire l'économie depuis des années. Les actions internes du régime ont également causé beaucoup de dégâts. Donc, lorsque vous essayez statistiquement de déterminer quelle part était due aux sanctions et quelle part relevait de facteurs internes, peut-être que c'est du 50-50, ou peut-être du 60-40, dans un sens ou dans l'autre. Mais les deux ont joué un rôle. Trump voulait écraser le Venezuela pendant son premier mandat. Et puis, comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, soudainement, lorsque les sanctions n'ont pas conduit au renversement du régime, les États-Unis ont simplement annoncé « Nous choisissons un politicien. » D'accord, il est au Congrès. Juan Guaido, il est président. C'est une approche très intéressante, celle de pouvoir déclarer le président d'un autre pays depuis le bureau ovale des États-Unis. Ils ont essayé cela. D'ailleurs, plusieurs pays d'Amérique latine alliés aux États-Unis ont rapidement reconnu Guaido. Certains pays européens aussi. Tout cela est assez éhonté, car c'est une sorte d'absurdité et une tragédie. Dans un monde qui peine à faire respecter le droit international, de voir le président de l'Empire, les États-Unis, déclarer qui est le président d'un autre pays. Ils ont tenté ce coup-là. Cela n'a pas non plus fonctionné.
Et nous en sommes maintenant revenus à l'accumulation d'une grande flottille au large de Caracas, aux menaces d'action militaire et au président ricanant à propos de la mission confiée à la CIA pour des opérations secrètes à l'intérieur du Venezuela. Juste un mot rapide sur le prix Nobel de la paix. Il semble que le comité Nobel ait clairement indiqué qu'il considère la démocratie comme un élément essentiel de la paix. Mais en même temps, au cours des 30 dernières années, dans tout l'Occident politique, ils ont également soutenu que l'intervention militaire est un moyen de diffuser la démocratie. En somme, cela fait maintenant plus de 30 ans que nous adhérons à cette idée, selon laquelle la guerre, c'est la paix, que si l'on fait intervenir l'armée, celle-ci apporte la démocratie, et que la démocratie apporte la paix. Dans ce sens, Machado semble donc être un candidat raisonnable. Mais pour revenir à votre dernier point, ma dernière question était, dans quelle mesure pensez-vous que cela s'inscrit dans l'adaptation des États-Unis à la multipolarité? Il existe de nombreux nouveaux centres de pouvoir, et les États-Unis doivent établir des priorités plus claires. Il semble bien sûr que l'Europe soit reléguée au second plan. Il s'agit davantage d'en extraire des ressources et de lui faire assumer une partie des responsabilités. La Chine, bien entendu, doit être affrontée de manière plus vigoureuse, puisqu'elle constitue le principal rival. Mais en ce qui concerne les attentes dans l'hémisphère occidental, vous avez mentionné que les États-Unis s'inquiètent non seulement du fait que les Vénézuéliens collaborent trop étroitement avec la Chine et la Russie. Pensez-vous que les États-Unis chercheront à imposer davantage de discipline dans l'hémisphère occidental, afin de s'assurer que dans un monde multipolaire, ces territoires demeurent des zones d'influence exclusives des États-Unis? C'est donc une question absolument centrale. Les États-Unis s'ingèrent dans le voisinage immédiat de la Russie. La guerre en Ukraine est le résultat direct de cette ingérence, celle de la CIA évidemment, mais aussi, plus largement, de la tentative directe d'étendre les bases militaires américaines en Ukraine dans le cadre de la politique de l'OTAN. Cela a provoqué la guerre en Ukraine. Les États-Unis s'ingèrent également en Asie de l'Est et déploient leur puissance militaire tout autour de la Chine. Depuis des décennies, des dizaines et des dizaines d'années, ils invoquent une approche dite de la première chaîne d'îles, cherchant à limiter l'accès de la Chine à l'océan Bleu, au Pacifique, par une chaîne de domination militaire américaine le long des îles du Japon, de Taïwan, des Philippines et de Guam. Et les États-Unis, en même temps, en tant qu'hégémon de l'hémisphère occidental, ont déclaré depuis 1823, la doctrine Monroe, qu'aucune autre puissance ne devait s'immiscer dans notre voisinage. Ainsi, les États-Unis ne suivent clairement pas la règle d'or. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent, et ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Les États-Unis affirment que la Russie et la Chine ne doivent pas être à Cuba ni au Venezuela, mais nous nous réservons le droit d'être en Ukraine ou dans tout autre voisinage de la Russie ou de la Chine plus largement. Cela conduit évidemment à des conflits, cela conduit à la guerre. Et plus dangereusement encore, cela conduit à une guerre entre grandes puissances. Nous avons une guerre entre grandes puissances entre les États-Unis et la Russie en Ukraine. C'est pas seulement une guerre par procuration. C'est en réalité une guerre directe, dans une certaine mesure. Dieu merci, elle ne s'est pas transformée en une guerre directe, totale, ce qui serait dévastateur pour l'humanité. Mais c'est très dangereux. Que faire face à cela? J'ai une approche que je promeus, que j'appelle les sphères de sécurité. Et je distingue les sphères de sécurité des sphères d'influence. L'ancienne idée, bien connue en politique, en sciences politiques et en relations internationales, est que les grandes puissances ont leur sphère d'influence, que le Venezuela et Cuba font partie de la sphère d'influence de l'Amérique.
Elles peuvent se comporter envers ces pays comme des hégémons, et les autres grandes puissances doivent s'en tenir à l'écart. C'est ainsi que le monde a été divisé. Ainsi, l'Ukraine se trouve sous le parapluie russe, et les pays d'Asie de l'Est sont sous la sphère d'influence chinoise. Les pays de l'hémisphère occidental sont sous la sphère d'influence américaine, ce qui signifie qu'ils peuvent s'y ingérer et que les autres grandes puissances ne devraient pas le faire. L'idée de sphère d'influence remonte en fait à une célèbre discussion entre Churchill et Staline sur la manière dont l'Europe de l'Est serait divisée après la Seconde Guerre mondiale. L'idée était que cela permettait au moins d'éviter que les grandes puissances ne se retrouvent face à face. Je tente de proposer une idée différente, non pas que les États-Unis aient le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela, de Cuba ou de tout autre pays, ni que la Russie puisse s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Ukraine, mais que les grandes puissances devraient reconnaître qu'elles ne doivent pas déployer leurs forces militaires à proximité les unes des autres, car cela conduit à une guerre potentiellement désastreuse entre grandes puissances. À mon avis, les États-Unis ne devraient pas chercher à étendre l'OTAN à l'Ukraine ou à la Géorgie, car cela constitue un casus belli. C'est une cause de guerre, la cause des conflits que nous menons. Je n'aime pas que le Venezuela soit armé par la Russie, car du point de vue des États-Unis, c'est aussi une cause de guerre. J'aimerais donc que les grandes puissances, notamment les États-Unis, disent au gouvernement russe « Écoutez, de l'OTAN, c'était une idée terrible. Nous vous laissons sans la présence militaire américaine dans votre voisinage, car c'est votre sphère de sécurité. Nous ne voulons pas que vous armiez le Venezuela de la même manière. Nous ne voulons pas que vous établissiez des avant-postes militaires au Venezuela ou ailleurs dans l'hémisphère occidental de la même manière. Mais en plus de reconnaître ces sphères de sécurité mutuelles, nous reconnaissons également la Charte des Nations Unies et ce que Franklin Roosevelt appelait la politique du bon voisinage. Car Roosevelt, lorsqu'il est entré en fonction en 1933, a répudié le corollaire Roosevelt de son cousin au 6e degré, Theodore Roosevelt, qui avait été président au début du siècle. Son cousin au 6e degré, Theodore Roosevelt, avait déclaré « Nous interviendrons, nous sommes les policiers de l'hémisphère occidental. » Son cousin cadet Franklin a dit « Non, nous n'interviendrons pas. » Nous aurons une politique de bon voisinage, mais nous ne voulons pas non plus que l'hémisphère occidental soit utilisé par d'autres forces belligérantes. Donc Glenn, pour le dire simplement, je ne suis pas du tout à l'aise avec le fait que la Russie arme le Venezuela. Je suis profondément troublé, évidemment complètement opposé à cela, et également opposé à toute opération de changement de régime menée par les États-Unis au Venezuela. Je suis totalement contre l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, pour la même raison. J'aimerais que les États-Unis, la Russie et la Chine déclarent que nous n'interviendrons pas militairement dans les zones d'influence des uns et des autres. Ce sont des points de tension et des causes de guerre. Nous serons également de bons voisins pour nos propres voisins. Le fait que les États-Unis n'élargissent pas l'OTAN à l'Ukraine ne donne pas pour autant à la Russie le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Ukraine. C'est simplement une autorisation donnée à la Russie de dire non à l'élargissement de l'OTAN, et de la même manière dans l'hémisphère occidental en Asie de l'Est. Donc mon point est que ce que nous voyons au Venezuela relève en partie d'un impérialisme des ressources typiques, s'emparer du pétrole si possible. C'est en partie de la politique intérieure américaine. En partie, l'idéologie des conservateurs américains cherchant à renverser des gouvernements de gauche, mais c'est aussi une lutte entre grandes puissances, ce qui est très dangereux. C'est l'aspect le plus dangereux de tous,
que ces points de tension dégénèrent en guerre, comme cela s'est produit en Ukraine, comme cela pourrait se produire dans l'hémisphère occidental avec le Venezuela, menant à un conflit plus large et désastreux, et comme cela pourrait se produire en Asie de l'Est, notamment à propos de Taïwan. Les grandes puissances devraient rester en dehors des zones de sécurité des autres, afin que nous n'en arrivions pas à ce type de guerre. Nous avons eu une excellente discussion dans une série sur la sécurité et je laisserai un lien vers celle-ci dans la description, car je ne saurais trop la recommander. J'avais également souligné à l'époque que des pays comme le Mexique devraient avoir la liberté d'entretenir les relations politiques et économiques qu'ils souhaitent. Mais il faut aussi être très honnête. Ils n'ont pas la liberté d'établir les relations militaires qu'ils veulent. Je pense donc qu'il est nécessaire de revenir à ce bon sens. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous êtes très occupé à voyager. Alors encore merci. À très bientôt. Merci beaucoup.